Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour vous expliquer le cours du marketing pour les étudiants d'économie et gestion. Donc, je vous explique le marketing d'une manière qui est très simple, très claire, détaillée, avec des schémas, avec des exemples, avec des tableaux pour qu'il soit très clair pour vous et vous comprenez bien. D'accord? Donc, on est arrivé à la troisième chapitre. Donc, dans ce chapitre, on va voir les concepts de base du marketing. Donc, qu'est-ce qu'on va voir exactement dans ce chapitre? On va dire, les définitions de base ou bien les fondements du marketing. Donc, probablement, si vous étudiez le marketing pour la première fois, vous allez entendre, vous allez découvrir, vous allez voir un certain terme pour la première fois. Donc, dans ce chapitre, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ces cours ou bien euh, ces définitions ou bien ces concepts pour la première fois. D'accord? Donc, probablement, c'est la base. Donc, c'est des termes que vous allez voir pour la première fois. Donc, il faut les bien comprendre. D'accord? Voilà, donc premier terme, c'est le canal de distribution. Donc, c'est les termes qu'on va voir dans cette vidéo-là. On va voir le canal de distribution, le ciblage, la concurrence, l'écrémage, cycle de vie de produit, étude marché, le branding, marché de niche, achat impulsif, politique de pénétration, marché, monopole et marketing mix. Donc, pour chaque terme, je vais essayer de l'expliquer à vous d'une manière qui est très claire, très simple, avec des exemples. Ça marche? Donc, on va commencer avec premier terme, c'est canal de distribution. Qu'est-ce que ça veut dire canal de distribution? Donc, un canal de distribution ou bien chaîne de distribution est le chemin suivi par un produit du producteur au consommateur. Il met en évidence les intermédiaires qui peuvent exister entre le producteur et le consommateur final. Donc, l'ensemble des canaux qui existent entre le consommateur et le producteur, c'est ce qu'on appelle chaîne de distribution ou bien canal de distribution. Donc, la distribution est un élément fondamental du marketing mix. C'est les 4 P, à savoir le produit, le prix, la place et la promotion. Et le choix des canaux de distribution doit être cohérent avec les autres éléments du marketing mix. Je vais essayer de vous expliquer d'une autre manière, ça veut dire quoi canal de distribution. Donc, canal de distribution, c'est tout simplement tout le chemin suivi pour un produit dès qu'il sort chez le producteur jusqu'il arrive au consommateur. D'une autre manière, le canal de distribution, c'est toutes les étapes passées ou bien ou bien tout le chemin suivi par le produit. Donc, euh, mettez dans votre tête, dès qu'un produit sort chez le producteur jusqu'à il arrive au consommateur. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le canal de distribution. Donc toutes les étapes dont il passe, chez le grossiste, chez les détaillants, on va dire dans les distributeurs, tout ça, c'est ce qu'on appelle canal de distribution. Toutes les étapes. Là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver plusieurs types de canaux de distribution. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que canal de distribution, c'est ça. C'est la, tout ce qu'on trouve à l'intérieur, ou bien tout ce qu'on trouve entre dès que le produit sort chez le producteur jusqu'à il arrive au consommateur final. Là, on trouve soit des canaux directs, des canaux indirects, ou bien d'autres types. On va les voir par la suite. Ça marche? J'espère que vous l'avez compris. Par exemple, on va prendre un exemple d'un téléphone portable. Donc, un téléphone portable, dès qu'il est produit chez Samsung, donc dès qu'il sort de l'usine de Samsung, il va parcourir un chemin. Donc, avant qu'il arrive au consommateur final, il va parcourir plusieurs étapes. Qui va acheter de l'entreprise Samsung? Est-ce que c'est des grossistes? Est-ce que c'est des détaillants? Ou bien voilà, d'accord? Donc ce téléphone-là, soit
on va le trouver chez un grossiste qui vend des téléphones en grande quantité, soit on va le trouver dans un magasin spécialisé pour les téléphones portables, ou bien on peut la trouver uniquement chez les magasins de Samsung. D'accord? Donc, c'est différents types de canaux, mais voilà, c'est ça les différents types. Donc, dans les chapitres qui viennent, on va voir tout ça en détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. D'accord? On va passer au deuxième terme, c'est ciblage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ciblage? Donc, le ciblage consiste à choisir les segments de marché dont les consommateurs expriment des attentes auxquelles l'entreprise peut répondre grâce aux produits ou services qu'ils commercialisent. L'objectif du ciblage est de permettre à l'entreprise de définir les segments de marché qu'il souhaite atteindre et oriente sa stratégie marketing. Un ciblage effectif évite à l'entreprise de s'intéresser à des segments qui ont un faible potentiel et de rentabilité et se focaliser sur des profils type de clients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ciblage? Donc, ciblage, c'est une étape, voilà, c'est une étape que l'entreprise effectue, que l'entreprise fait dans le marketing stratégique. Donc, donc le ciblage, il vient après la segmentation et avant le positionnement. Donc, rappelez-vous bien, il y a segmentation, ciblage, et puis il y a positionnement. Le ciblage, c'est au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire ciblage? Ciblage, c'est le fait de cibler. Donc, après qu'on a choisi un segment, après que l'entreprise a choisi un segment dans le marché, quand il choisit un segment, c'est-à-dire un groupe de personnes, un groupe de consommateurs, là, l'entreprise, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il va cibler. Il va se concentrer tous ses efforts, toute sa stratégie vers cette cible-là. C'est ce qu'on appelle le ciblage. Il vise à cibler. D'accord? Donc, il y a plusieurs, on va dire, stratégies de ciblage. On va les voir par la suite dans les autres chapitres. Mais le plus important maintenant, c'est ça le ciblage. D'accord? On passe au troisième terme, c'est concurrence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concurrence? Donc, la définition de la concurrence dans un contexte marketing est différente de la définition économique, voilà, théorique qui est pure et parfaite. Donc, dans un contexte commercial ou bien marketing, et du point de vue d'une entreprise, la concurrence est constituée de l'ensemble des acteurs proposant des produits ou services répondant aux mêmes besoins que celui à laquelle cherche à répondre l'entreprise par le biais de son offre commerciale. On distingue généralement la concurrence directe et la concurrence indirecte. Donc, en marketing, la concurrence, ça correspond aux entreprises qui proposent mes produits, d'accord, qui répondent aux mêmes besoins. Par exemple, on va dire une entreprise qui fait la location des voitures. Donc, c'est une entreprise qui loue des voitures. Pourquoi ils louent les voitures? Pour que les personnes, les consommateurs, prennent la voiture pour se déplacer vers un point A et vers un autre point B. Vers le point A, du point A vers le point B. Se déplacer. C'est ça le besoin. La concurrence directe de cette entreprise-là, par exemple Alpha, c'est une autre entreprise qui s'appelle Beta qui propose le même service et loue les voitures. Ça, c'est la concurrence directe. Par contre, la concurrence indirecte, ça correspond aux autres, voilà, aux autres produits qui sont dans le marché, voilà, qui sont dans le marché et qui proposent des produits qui satisfont mes besoins, qui est se déplacer. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le train, on trouve le bus, on trouve l'avion, euh, et voilà. Parce que même besoin, c'est se déplacer du point A, du point A vers le point B. Donc, c'est ça le besoin. Pour satisfaire ce besoin-là, on peut utiliser soit l'avion, soit le train, soit le bus. D'accord? Donc, c'est ça la concurrence en termes du marketing. Quatrième terme, c'est politique d'écrémage. Donc,
Peut-être c'est la première fois que vous allez entendre ce terme-là. Qu'est-ce que ça veut dire politique d'écrémage? Donc, une politique d'écrémage est une politique de prix qui consiste à pratiquer un prix élevé, d'accord? Souvent partiellement déconnecté du coût de revient, qui peut éventuellement sélectionner les clients, mais permet de bénéficier d'une image haut de gamme et d'augmenter la marque. La politique d'écrémage joue aussi sur les phénomènes psychologiques et valorise et de représentation du client. Donc, qu'est-ce que ça veut dire politique d'écrémage? C'est une politique qui consiste à fixer un prix qui est très élevé par rapport au coût du produit. Je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre. Par exemple, les iPhones. Donc, l'entreprise Apple, le prix qu'il fixe pour les iPhones, c'est un prix qui est très élevé. C'est un prix qui est très élevé et qui est, on va dire, très grand par rapport au coût. Donc, le coût de fabrication des iPhones est moins que le prix de l'iPhone. D'accord? Donc, le prix de l'entreprise Apple, il fixe un prix qui est très élevé. Pourquoi? Donc, pourquoi? C'est pour donner un certain valeur psychologique, un certain valeur à sa marque, que c'est une marque qui est haut de gamme. Ou bien les produits de luxe. Donc, il y a les entreprises qui vendent des produits de luxe. Alors, ils fabriquent des produits avec un coût qui est, on va dire, très bas, mais ils fixent un prix qui est très élevé. Pourquoi? Parce que ils veulent toujours garder cette image chez les consommateurs que c'est un marque qui est de luxe. C'est un produit du luxe. D'accord? C'est ça, politique d'écrémage, c'est le fait de fixer un prix qui est très élevé pour garder une image. D'accord? Sixième terme, c'est cycle de vie d'un produit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cycle de vie d'un produit? Donc, le cycle de vie d'un produit désigne les différentes phases que ce produit traverse, de son développement à sa sortie du marché. Il est souvent représenté sous le format d'une courbe. Donc, il permet de comparer les ventes et d'observer leur évolution dans le temps. De cette façon, une entreprise peut également veiller sa place occupée par son produit sur le marché. Donc, le cycle de vie de produit, par la suite, on va les voir en détail. Mais maintenant, je vous donne juste la notion de base. Donc, cycle de vie d'un produit, c'est une courbe. Il est représenté par une courbe. Cycle de vie, c'est comme un siècle. Il y a le début, après le début, le milieu, voilà, et la fin. Donc, il y a la phase, première phase, c'est le lancement, le développement, on va dire la maturité et le déclin. Donc, le cycle de vie de produit, c'est tout simplement, on va dire, la vie d'un produit. C'est le cycle de vie. C'est comme le nom l'indique, le cycle de vie, ou bien la durée de vie. Par exemple, une entreprise, quand il lance un produit, au début, qu'est-ce qui va se passer? Au début, il va mettre beaucoup de publicité, les ventes sont pas beaucoup. Voilà, ça c'est première phase, c'est ce qu'on appelle phase de lancement. Puis il y a phase de développement. Dès que le produit commence à être connu, voilà, les produits, on va dire les ventes commencent à décoller, à augmenter le chiffre d'affaires, les bénéfices commencent à se réaliser, etc. Puis il y a une autre phase où il y a la phase de stagnation, où le marché, ou bien où le produit est saturé, c'est-à-dire l'entreprise a arrivé à atteindre toute sa clientèle, les ventes se stagnent, il n'y a plus d'évolution, et par la suite, il y a une autre phase qui est la phase de déclin, c'est-à-dire le produit commence à chuter. Ça, c'est la phase qui est normale. J'ai donné juste à vous cet exemple-là que un produit, il a un cycle de vie. Il y a le début, le lancement, le développement, la maturité et puis le déclin. Donc, cet cycle de vie, il permet à l'entreprise de savoir dans quel stade est-ce qu'il va investir de plus sur ce produit-là, est-ce qu'il va le changer, est-ce qu'il va apporter des améliorations, ou bien de le changer complètement. D'accord? Voilà. Euh, Septième terme, c'est étude de marché. Donc, étude de marché, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une étude de marché est un travail de collecte et d'analyse d'informations ayant pour
but d'identifier les caractéristiques d'un marché. Le terme étude de marché recouvre dans la pratique de nombreux types d'études de nature différente. Donc l'étude de marché peut se situer sur un plan général et aborder les grands composants d'un marché, soit pour analyser la demande, la concurrence, un produit, voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire étude de marché? Tout simplement, c'est une démarche de travail qui sert à collecter et analyser des informations pour une entreprise. Donc une entreprise, pourquoi déjà il fait une étude de marché? Soit pour analyser un concurrent, donc s'il y a un nouveau concurrent qui apparaît dans le marché, si l'entreprise souhaite savoir des informations sur ce concurrent, il va faire une étude de marché. Ou bien, si l'entreprise souhaite lancer un nouveau produit sur le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser une étude de marché. Ou bien, tout simplement, si l'entreprise veut savoir la taille d'un marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une étude de marché, c'est-à-dire une étude de marché, tout simplement, le fait de collecter des informations, le fait d'analyser la situation. D'accord? Huitième terme, c'est le branding. Donc, le terme branding désigne généralement une logique d'action marketing ou publicitaire qui cherche surtout à positionner favorablement une marque dans l'esprit du consommateur. Donc, une logique branding recherche théoriquement des effets publicitaires plus qualitatifs de moyen et long terme, c'est-à-dire l'attitude, notoriété, l'image, que des effets quantitatifs plus ou moins immédiates, vont immédiates ou en e-commerce, ou voilà. Donc, le branding, d'une autre manière, c'est le brand, c'est la marque, on va dire. En français, c'est ça la traduction. Pour vous bien comprendre, le branding, c'est une suite logique, c'est une suite de publicité que l'entreprise fait. Pourquoi? Il fait plusieurs publicités pour garder une certaine image dans l'esprit, dans la tête du consommateur. Donc, chaque entreprise, il veut laisser une certaine image chez le consommateur. Chez le consommateur. Peu importe l'entreprise, il essaie de laisser une certaine image. Ça, c'est la marque. Donc, la différence entre le branding et voilà, et le fait juste de vendre, c'est que les publicités, euh, il y a des entreprises qui choisissent de faire des publicités juste pour donner une image. Par exemple, vous pouvez voir ça soit sur la télé, soit sur YouTube, soit sur Internet. Il y a des entreprises qui font des publicités, qui payent la publicité juste pour vous transmettre un message. Il ne vous dit pas d'acheter le produit, mais juste il vous lance une image, une vidéo pour un message. Il n'y a rien. Il ne vous dit pas acheter nos produits, etc. Mais il essaie juste de vous transmettre une certaine émotion, une certaine chose, vous montrer quelque chose, c'est tout. D'accord? Par exemple, l'entreprise Coca-Cola, parfois, il ne vous dit pas acheter le Coca-Cola, mais il vous donne la sensation que le fait de boire Coca-Cola, il est très froid à l'été, voilà, il vous donne la sensation. D'accord? Il ne vous dit pas acheter immédiatement, il ne vous dit pas cliquer sur le lien pour acheter Coca-Cola. D'accord? C'est ça on va dire le branding. Un neuvième terme, c'est marché de niche. Qu'est-ce que ça veut dire marché de niche? Donc, un marché de niche est un marché très spécifique qui permet de se placer sur un produit ou un service dispose d'une concurrence très limitée. Un petit segment de marché répond à une demande très spécifique et non encore exploitée par la concurrence. Donc, viser un marché de niche permet à l'entreprise de se concentrer sur un marché très spécifique, très ciblé, d'une clientèle précise, tout en améliorant ses marges grâce à la faible concurrence. Donc, un marché de niche, tout simplement, c'est un marché qui est très spécifique, d'accord, que l'entreprise peut choisir pour réaliser ou bien pour produire un produit, d'accord. Par exemple, une entreprise peut fabriquer, par exemple, on va dire, des téléphones portables, par exemple Samsung, il peut choisir de fabriquer des téléphones portables pour des personnes qui handicapées.
Donc, dans un marché qui est global, très grand, il y a des personnes, on va dire, handicapées. Donc, l'entreprise Samsung peut choisir de fabriquer, on va dire, des téléphones spécifiques avec des caractéristiques spécifiques pour ce type de personnes. C'est très spécifique. Dans ce cas-là, il y a peu d'entreprises, ou bien je ne sais pas s'il y a des entreprises qui fabriquent des téléphones pour ces gens-là, mais voilà, Samsung peut choisir cette marché de niche. D'accord? C'est un marché qui est non exploité par la concurrence et il peut, on va dire, améliorer ses marges. Voilà, il peut bien vendre des produits avec la faible concurrence. D'accord? Donc, c'est ça le marché de niche. Dixième euh, terme. Dixième terme, c'est achat impulsif. Qu'est-ce que ça veut dire achat impulsif? Tout simplement, c'est quand le client achète alors qu'il ne l'avait pas prévu. Un produit peu impliquant financièrement, mais il a une valeur. Donc, l'achat impulsif est un achat non prévu qui est décidé de façon impulsive lors de la confrontation du produit. Le marchandise joue un rôle qui est très important dans la commercialisation des produits correspond à un achat d'impulsif. Qu'est-ce que ça veut dire achat impulsif? Quand quand vous entendez achat impulsif, toujours dites à vous, achat impulsif égale achat non prévu. C'est-à-dire, c'est des achats qu'on fait, voilà, alors que c'était pas prévu pour nous de faire cet achat-là. Donc, imaginez-vous qu'un jour, vous marchez, vous baladez dans la rue avec vos amis, avec vos proches ou bien toute seule, et soudain, dans un magasin, vous avez trouvé un produit que vous adorez, un produit que vous rêvez toujours d'acheter avec un prix qui est imbattable, avec une promotion extraordinaire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a une forte chance que vous allez procéder à acheter ce produit-là. Pourquoi? Parce que vous aimez la promotion et vous avez peur de perdre cette occasion-là. Donc, c'est quelque chose qui est impulsif. Vous avez pas, c'était pas prévu pour vous d'acheter ce produit-là, mais vous avez vu la promotion, euh, vous êtes influencé par la promotion et vous allez acheter. Et c'est ça ce qu'on appelle l'achat impulsif. Et là, ce qui joue le rôle, c'est la promotion. D'accord? La promotion, l'emballage, la communication joue un rôle qui est très important pour euh, pour vous pousser à acheter ce produit-là. D'accord? Donc, c'est ça, achat impulsif. C'est le contraire de achat routinier, c'est-à-dire qu'on a toujours l'habitude d'acheter un produit, ou bien quand on achète un produit réfléchi, c'est-à-dire qu'on achète un produit alors que c'était déjà prévu, on a déjà pensé à l'acheter, etc. Donc, achat impulsif, c'est le contraire. Euh, on va dire le 11e, bien 10e terme, c'est politique de pénétration. Qu'est-ce que ça veut dire politique de pénétration? Donc, c'est un politique qui fait référence à une stratégie de fixation de prix qui consiste à vendre un produit ou un service à un tarif bien inférieur que celui proposé par la concurrence. La politique de pénétration des prix est une stratégie concurrentielle qui consiste à lancer un produit ou un service à un prix défiant toute concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire politique de pénétration? C'est le contraire de politique d'écrémage. Donc on a déjà vu que politique d'écrémage, c'est le fait que une entreprise fixe un prix qui est très élevé par rapport à la concurrent à un produit. Par exemple, l'entreprise Apple, quand il lance un iPhone, il le lance avec un prix qui est très élevé par rapport à la concurrence. La politique de pénétration, c'est un peu le contraire. C'est le fait que l'entreprise fixe un prix qui est le plus bas dans nos marchés. Donc, pourquoi l'entreprise on va dire, va choisir cette politique-là? C'est pour gagner des parts de marché. C'est pour gagner plus de consommateurs et jouer sur la quantité. Donc, si l'entreprise fixe un prix qui est très bas, dans ce cas-là,
il va faire beaucoup de ventes, il va vendre beaucoup de quantité, et dans ce cas-là, l'entreprise va gagner sur la quantité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que politique de pénétration, c'est le fait de fixer un prix qui est très bas par rapport à la concurrence. Et c'est le contraire de politique écrémage. Écrémage, c'est le fait de fixer un prix qui est très élevé. Ça marche? Deuxième ou bien onzième euh, terme, c'est le marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un marché? Donc, un marché désigne la rencontre d'une offre proposée sous forme de produit ou de service par un certain nombre d'entreprises et d'une demande. Donc, tout simplement, le marché, c'est la confrontation entre l'offre, ce que l'entreprise offre, et la demande, c'est-à-dire le besoin du consommateur. Donc, euh, la demande doit être solvable, c'est-à-dire que euh, il faut qu'il y en a assez de personnes qui veulent le produit pour que l'entreprise le fabrique. S'il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup d'individus qui souhaitent un produit, ça sert à quoi l'entreprise va le produire? L'entreprise ne va pas investir dans des machines, dans des usines, dans des employés pour fabriquer un produit qui ne va pas être vendu, que personne ne veut. D'accord? Donc il faut qu'il y en a un demande qui est solvable, suffisant. D'accord? Et aussi le marché, il comprend 5 acteurs principaux. Donc, pour dire qu'un marché, c'est un marché, il faut qu'il y ait un client, il y a des clients, des personnes qui achètent, il y a les producteurs, des personnes, il y a ceux qui produisent, les distributeurs, les influenceurs et les régulateurs. Les régulateurs, c'est le législateur, c'est-à-dire l'État, bien les organismes publics. D'accord? Donc, on peut dire aussi que le marché, c'est un lieu formel ou virtuel parce que un marché, ils peuvent être formels, voilà, ou bien virtuels. D'accord? Deuxième terme, c'est le monopole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire monopole? Donc, un monopole, tout simplement, c'est une situation de marché dans laquelle un seul vendeur fait face à une multitude d'acheteurs. Le bien ou le service distribué ne doit pas être substituable. De fait, les vrais monopoles sont très rares car dans la plupart des cas, d'autres produits peuvent remplir la même fonction. Donc le monopole, c'est une situation de marché où il y a aucun vendeur, il y a un seul vendeur dans le marché. Euh, et voilà. Et aussi le bien distribué, il n'est pas substituable. D'accord? Donc la situation du monopole, il est très rare parce que dans nos jours-là, on trouve des produits substituables. Je vais te donner un exemple. Par exemple, pour l'entreprise de, on va dire, l'Office national des chemins de fer, l'ONCF, c'est l'office qui s'occupe des trains. Donc le train, voilà, on va dire, dans son marché-là, l'ONCF possède le monopole. On ne va pas trouver une autre entreprise qui a ses propres chemins de fer et qui a ses trains. Il y a une seule entreprise, c'est l'Office national des chemins de fer. Il a le monopole. Mais dans ce cas-là, on ne va pas dire que c'est un monopole parce qu'il y a d'autres produits de substitution. Donc, le besoin du train, pourquoi on prend du train? Pour satisfaire le besoin de se déplacer. Donc, ce besoin-là, on peut la satisfaire avec d'autres moyens, soit avec une voiture, soit avec le bus, soit avec les taxis, soit avec l'avion, etc. Donc, le train, il est substituable. D'accord? C'est pour ça que la situation, bien le monopole, il est rare. Les situations du monopole est rare. Dernière, bien, 13e terme, c'est le marketing mix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire marketing mix? Donc, le marketing mix regroupe l'ensemble des décisions et actions marketing prises pour assurer le succès d'un produit ou bien d'un service ou bien d'une marque sur le marché. Donc, le marketing mix, c'est un ensemble des décisions et des actions que l'entreprise fait pour assurer la réussite ou bien pour appliquer la stratégie euh,
du marketing. Pour le marketing mix, il y a 4 P. Il est connu par les 4 P. Les 4 P, ça veut dire politique prix, politique produit, politique prix, politique promotion et politique place. D'accord? Donc, c'est ça. Le marketing mix, c'est un outil utilisé lors de l'élaboration de la stratégie marketing. D'accord? Donc, les 4 P, c'est produit, prix, promotion et place. Ça marche? Et voilà, donc c'est ça. J'espère que vous avez compris ces définitions-là. Donc, si vous voulez que je vous accompagne à améliorer votre niveau de français jusqu'à arriver à parler français couramment, vous pouvez le dire dans les commentaires ou bien je vous laisserai le lien dans la description. Vous cliquez et vous me rejoignez pour vous aider à améliorer votre niveau de communication jusqu'à arriver à parler français couramment. Et voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine chapitre.